Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mardi 13 mai. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la guerre Ukraine-Russie va-t-elle se régler à Istanbul jeudi? Vladimir Poutine sera-t-il au rendez-vous en Turquie? C'est lui qui a fait cette proposition de négociation directe que le président ukrainien s'est empressé d'accepter. Donald Trump, le président américain qui est en tournée depuis aujourd'hui au Moyen-Orient, donc au même moment, pourrait faire un détour pour se joindre à la table des négociations. L'éclairage et l'analyse de Sylvie Bermann. Elle a été ambassadeur de France en Russie et en Chine. La loi fin de vie est en examen à l'Assemblée nationale depuis hier. Des débats qui vont durer 2 semaines. Qu'en pense le chef des soins palliatifs de l'Institut Curie? Le médecin Alexis Burneau est confronté chaque jour à la maladie, aux souffrances, à la mort. Il nous donnera son point de vue sur ce que le projet de loi prévoit. Et pour terminer cette émission, un tout autre sujet, on parlera des ovnis. Un sujet dont s'est emparé le Congrès américain récemment en lançant une offensive auprès du Pentagone pour obtenir la transparence sur le sujet. Des informations ont été déclassifiées. Une enquête passionnante revient sur ce que l'on sait à l'heure actuelle. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Sylvie Bermann. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de France à Pékin en 2011, à Moscou en 2017. Je le disais en lançant le sommaire de cette émission, un rendez-vous est prévu à Istanbul jeudi à l'initiative, c'est Vladimir Poutine lui-même qui l'a annoncé. Zelensky a accepté le principe. Vous y croyez, vous déjà, ne serait-ce qu'à la tenue, on est mardi, c'est dans 2 jours, à la tenue de ce rendez-vous en l'état? Alors, je crois que, d'une certaine manière, Vladimir Poutine, qui pensait détourner l'option d'un cessez-le-feu sans condition, a proposé ces négociations pour revenir à ce qui s'était fait à Istanbul en 2022, c'est-à-dire des négociations bilatérales. Bien entendu, il n'envisageait pas que ce soit à son niveau et à celui de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky a bien joué en disant, d'accord, chiche, je t'attends à Istanbul. Et Donald Trump joue bien également en disant j'envisage d'y aller, je ne sais pas encore, parce que de toute façon Vladimir Poutine ne serait jamais rendu à une convocation de Volodymyr Zelensky. Si Donald Trump est là, évidemment, ça change la donne, parce que le rêve de Vladimir Poutine, c'est quand même d'avoir cette poignée de main avec Donald Trump, et qui précéderait très certainement une éventuelle rencontre. Mais on n'a encore aucune certitude. Encore aucune certitude, puisque du côté de l'Ukraine, un cessez-le-feu a été demandé, un cessez-le-feu durable, total d'1 mois. Et hier, le Kremlin a dit que cet ultimatum de cessez-le-feu n'était pas recevable, était même jugé inacceptable. Je crois que ce sont les mots du Kremlin. Oui, alors la réaction portait aussi sur la forme, en disant la Russie n'accepte pas qu'on lui parle sur ce ton, n'accepte pas les ultimatums. Ce qui se passe également, c'est que la Russie a le sentiment pour le moment d'être gagnante sur le terrain. Donc évidemment, elle n'est pas prête du tout à conclure ce cessez-le-feu. Même si Poutine a dit, avec les négociations, on verra. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un cessez-le-feu sec, d'une certaine manière, avec une vérification difficile, et ça ne garantit pas ensuite que les négociations aboutissent. Donc il y a des éléments, des paramètres un petit peu d'un accord, c'est plutôt mieux. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, mais ça fait sens. Pour revenir sur cette proposition de la Russie qui est intervenue dans un timing un peu particulier, c'était en pleine nuit, c'est ça, Vladimir Poutine l'a proposé à 2h du matin, ne serait-ce que cet horaire, cette proposition, cet horaire, ça ne ressemble pas tellement à Vladimir Poutine. Est-ce que ça, c'est un, comment dirais-je, un détail peut-être pour vous, mais est-ce que c'est intéressant à noter? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme de
théâtralisation quand même, mais cela dit, Vladimir Poutine se couche très tard. Moi, je sais qu'il y avait eu d'abord, il est toujours en retard, parce que là, ils ont attendu pendant 1 heure, et puis ils n'ont pas été autorisés à poser des questions. Il a lu un texte, mais c'est déjà arrivé qu'il fasse des conférences de presse très tardives, et bon, ça se passe pas tous les jours, mais lui, il travaille plutôt pas le matin, parce qu'il fait du sport, mais le soir, il a effectivement pas de limite. Mais c'était une forme de théâtralisation, et tout le monde a été obligé d'attendre, évidemment. Est-ce que on peut y voir un coup de pression, une influence des Européens? On se souvient de ce rendez-vous de 4 chefs d'État européens, polonais, français, britanniques et allemands à Kiev le 10 mai. Alors oui, il y a une chronologie qui est intéressante parce qu'il y a eu la parade du 9 mai en présence de Xi Jinping, son meilleur partenaire, son meilleur ami, comme il l'a même dit à une époque, plus Lula et d'autres chefs d'État, donc démonstration de force. Le lendemain, ce sont les Européens qui, à Kiev, font une démonstration également. De force également. En faisant cet ultimatum, donc il était un petit peu sous pression, devait répondre, mais cela dit, en général, il prend son temps. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. J'imagine qu'il y a des consultations intenses avec les Américains. Si Poutine ne se rend pas à Istanbul, comment les Américains pourraient réagir? Comment Donald Trump pourrait réagir, lui qui dit que éventuellement il va se faire un détour? Il est en Arabie Saoudite aujourd'hui, il a prévu un voyage aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. On ressent une forme de pression quelque part de Donald Trump. Vous employez ce terme-là aussi? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'il est irrité. Donald Trump s'est dit il va régler facilement le problème avec Volodymyr Zelensky, ce qui explique cette scène très dérangeante dans le salon ovale où il a un peu tapé sur la tête de Zelensky, et il pensait qu'ensuite c'était pratiquement gagné et que Poutine se rallierait à ses propositions. Or, Poutine traîne les pieds. Et donc ça agace un peu Donald Trump, c'est une de ses promesses de campagne, et il tient absolument à régler cela. Et d'ailleurs, il avait dit les États-Unis ont joué leur rôle, maintenant à vous de vous rencontrer en bilatéral. Ce qui fait que quand Vladimir Poutine a proposé cela, Donald Trump a dit réunissez-vous immédiatement. Et là, Volodymyr Zelensky a saisi la balle en bon en disant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chiche. Est-ce qu'il y a de la lassitude de la part de Donald Trump vis-à-vis de la Russie? Quelques confidences ont fuité. Il a dit que Poutine en demandait trop. Son vice-président a reconnu aussi, est allé dans ce sens-là également. Oui, il y a un changement de ton évident, et je pense effectivement que Donald Trump essaie de faire pression sur Vladimir Poutine. En même temps, quand on regarde la chronologie de ces quelques jours, quand les Européens justement ont fait cet ultimatum avec l'accord de Trump, Trump n'a pas réagi, n'a pas tweeté. En revanche, dès que Vladimir Poutine a fait cette contre-proposition d'une rencontre, il a tweeté immédiatement. Donc je pense que le biais en faveur de la Russie n'a pas complètement disparu, mais il est un petit peu agacé de ne pas avoir de résultat, parce qu'encore une fois, il s'était vanté de régler. Alors 24 heures, c'est peut-être une figure de style, mais en tout cas rapidement. Assez rapidement. Justement, quand on revient sur la chronologie des faits, ce qui s'est passé aussi entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est la signature d'un traité concernant, entre autres, les minerais et plus globalement, c'est un accord sur la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction entre les États-Unis et l'Ukraine. Ça a eu lieu fin avril. Est-ce que
ça ne change pas aussi un peu la donne des relations entre l'Ukraine et les États-Unis, justement? Oui, tout à fait, parce que en fait, ça a été un petit peu un caillou dans la chaussure de Zelensky. C'est Zelensky qui était allé voir Trump avant les élections pour lui proposer cet accord sur les terres rares. Et ensuite, ça a pris une importance presque démesurée, parce que en réalité, pour le moment, on ne sait pas s'il y a véritablement des terres rares et si elles sont exploitables. Et de toute façon, dans l'immédiat, c'est la Chine qui transforme et raffine 90% des terres rares au monde. Mais c'était devenu un peu un accès de fixation. Ouais. Donc c'est bien que ce soit signé. C'est un accord qui au début était assez inique. Les Américains y sont allés en disant vous signez là et nous on récupère tout. Donc maintenant c'est beaucoup plus équilibré et ça porte sur la reconstruction du pays. Large. Donc cet engagement américain est effectivement positif. Alors la Chine, Sylvie Bermann, un pays que vous connaissez bien, vous apprêtez à sortir ce livre, hein, L'ours et le dragon. L'ours, c'est la Russie, le dragon, c'est la Chine. Hein. Vous revenez sur une histoire d'amitié sans limite, point d'interrogation. La Chine, vous l'avez mentionné, qui était, avec son président, invité d'honneur du 9 mai, qui célébrait les 80 ans de la victoire soviétique sur les nazis. Ils ont parlé d'une amitié d'acier, c'est ça? Oui, c'est la nouvelle formule. C'était avant une amitié sans limite. Je crois effectivement que c'est une amitié qui est durable. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'avais souhaité écrire ce livre, c'est quand j'ai quitté la Russie, le directeur d'Asie russe, qui est aujourd'hui ambassadeur à Pékin, m'a dit, grâce à Donald Trump, pendant son premier mandat, la Chine et la Russie n'ont jamais eu d'aussi bonnes relations depuis Catherine II. Donc c'est pour ça que j'ai voulu fouiller un petit peu dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est des relations très difficiles et que les deux peuples ne s'entendent pas beaucoup. Mais il y a un choix qui a été fait par les deux dirigeants, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un ennemi commun qui est les États-Unis, même si aujourd'hui les États-Unis se rapprochent un peu de la Russie, mais je pense que ni à Pékin ni à Moscou, on ne pense que c'est quelque chose de durable. Alors qu'en revanche, dans la mesure où ils ont cet adversaire commun, ils ont besoin de se rapprocher. Que les États-Unis comme ennemi commun, est-ce que c'est l'Occident, l'ennemi commun de la Chine et de la Russie? Alors c'est là qu'il y a une différence profonde entre la Chine et la Russie. Pour la Russie, qui parlait avant d'un Occident collectif où les Européens étaient les vassaux des États-Unis, c'est l'Occident qui est l'ennemi. Aujourd'hui, c'est les Européens à cause de ce rapprochement avec Trump. Du côté chinois, ça n'a jamais été le cas. La Chine a toujours soutenu l'Union européenne, à la fois sur le plan monétaire, puisque au moment de la crise de l'euro, elle a acheté de l'euro, et son intérêt, c'est d'avoir une Union européenne forte et indépendante par rapport... c'est un marché commercial, tout simplement. Mais pas uniquement. Pas uniquement parce que il n'y a pas que la dimension commerciale. C'est un peu une alliance de revers contre les ennemis de la Chine, c'est-à-dire les États-Unis. Donc d'ailleurs, elle courtise en ce moment l'Union européenne. Alors l'idée de Donald Trump d'avoir de bonnes relations avec la Russie pour la détacher entre guillemets de son amitié, de l'influence de la Chine, est-ce que c'est en train de fonctionner ou pas alors? Non, ça ne les détache pas. D'ailleurs, quand il y a eu la première réunion à Riyad pour décider de la reprise de relations économiques entre la Russie et les États-Unis, le lendemain, il y a eu un appel téléphonique qui a été rendu public de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. Néanmoins, la Chine, comment elle voit ce conflit? Qu'est-ce qu'elle... Mais je crois que la Chine est impatiente que le conflit se termine parce que ça perturbe en fait les relations commerciales de la Chine. Il y a des banques chinoises, il y a des entreprises chinoises qui sont victimes de sanctions secondaires parce que les États-Unis supposent qu'elles vendent à la Chine non pas des armes, ça ce n'est pas le cas, mais des
produits de nature duale, c'est-à-dire à la fois militaire et civile, et qu'en plus de ça, la Chine a acheté de l'énergie à la Russie. Donc, effectivement, les États-Unis voient ça d'un mauvais œil. Donc, je pense que la Chine serait heureuse que ce conflit se termine. Et il faut rappeler que même si elle ne peut pas se détacher de la Russie, elle n'a jamais reconnu ni l'indépendance, ni l'annexion de la Crimée, ni celle des autres oblasts. Alors aujourd'hui, c'est aussi la trêve dans la guerre commerciale que se livrent États-Unis et Chine. 90 jours pendant lesquels ils vont négocier. Ça va se passer à Genève. C'en est fini de l'escalade. La raison va revenir entre les deux puissances, vous pensez ? Alors, il y a eu, évidemment, des conséquences sur le plan économique et boursier aux États-Unis. Je pense que ça fait réfléchir aussi Donald Trump. La Chine avait des arguments parce qu'elle a limité la vente de terres rares aux États-Unis. Mais je pense que dès le départ, Donald Trump voulait négocier. Il l'avait déjà fait parce qu'il y a eu un accord commercial important en janvier 2020. Donc je pense qu'il voulait négocier. Il s'attendait sans doute pas à ce que la Chine réagisse de manière aussi résolue. C'est-à-dire quand il avait décidé 125% de taxes, la Chine a répondu oui, 125% de taxes. Donc Donald Trump est monté à 145. Je veux dire, cette surenchère n'avait plus aucun sens. Aucun sens. Est-ce que on peut imaginer la Chine murmurer, Xi Jinping murmurer à Vladimir Poutine, pour revenir sur le conflit Ukraine-Russie, vous parliez d'impatience de la Chine à ce que le conflit se résout. Il peut murmurer à l'oreille de Vladimir Poutine, Xi Jinping ? Oui, il peut murmurer à l'oreille de Vladimir Poutine, mais il ne peut pas exercer de véritable pression. Il l'a fait sur le nucléaire. Quand les Américains craignaient que Vladimir Poutine utilise le nucléaire tactique au moment de la perte de Kherson, la Chine est intervenue, le reconnaît, le dit aujourd'hui. Maintenant, beaucoup d'officiels chinois disent qu'on surévalue la capacité d'influence de la Chine sur la Russie. Ce que peut faire la Chine, c'est de dire à Vladimir Poutine, écoute, maintenant c'est ton intérêt, c'est un intérêt de long terme, prends tes gains absolument, et de toute façon, la Russie ne peut pas gagner la guerre, c'est-à-dire elle ne peut pas occuper la totalité de l'Ukraine. Donc si elle gagne quelques mètres carrés, ou même kilomètres carrés, ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Néanmoins, cette guerre, c'est aussi toute une économie en Russie qui a été mise au service de cette guerre. Donc c'est presque finalement un train qui n'est pas si simple aussi à arrêter pour Vladimir Poutine, vraisemblablement. Non, bien sûr, parce qu'il y a une surchauffe effectivement de l'économie. Ceux qui travaillent dans des usines à destination militaire ont des salaires beaucoup plus importants, mais en même temps, il ne peut pas continuer indéfiniment cette guerre, et il y a besoin quand même d'une économie et d'une industrie civile en Russie. Ma dernière question, Sylvie Bermann, on a évoqué il y a déjà quelques semaines un sommet entre Donald Trump et Xi Jinping qui aurait lieu mi-juin. Il se trouve que c'est l'anniversaire de l'un et de l'autre des deux présidents. Est-ce qu'on a depuis des informations ? Est-ce qu'il va se tenir ? Est-ce que vous en savez plus ? Non, mais c'est possible une fois effectivement qu'il y a cet accord, même si c'est une trêve. Je pense que pour les États-Unis, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle le piège de Thucydide, où la puissance établie a peur de la puissance montante. Donc il y aura de nouvelles crises. Mais en même temps, je pense que Donald Trump ne souhaite pas, évidemment, une guerre avec la Chine. Il ne souhaite pas une guerre avec quiconque, d'ailleurs. Donc je pense qu'à un moment où les tensions montent un peu trop haut, les chefs d'État pourront se rencontrer ou se contacter pour faire baisser un peu la tension. Merci Sylvie Bermann. Et puis, je signale la sortie de votre livre. Alors, il faut un petit peu patienter. Ce sera disponible le 22 mai. L'ours et le dragon, Russie, Chine, histoire d'une amitié sans limite, aux éditions Talendier. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir
éclairée. On passe à un autre sujet aujourd'hui d'actualité. La loi sur la fin de vie est en examen depuis hier à l'Assemblée nationale. Un débat qui va durer 15 jours. Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, était ce matin sur CNews interrogée sur le sujet. Elle a fait part de ses craintes. La question de l'aide active à mourir maintenant. Bonjour Alexis Burneau, vous êtes médecin urgentiste, médecin en soins palliatifs à l'Institut Curie à Paris. L'examen de loi fin de vie a démarré hier à l'Assemblée nationale. Les députés vont débattre pendant 2 semaines sur 2 propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir, avec un vote solennel qui est prévu le 27 mai. Quelle est votre position, votre regard, votre point de vue, votre analyse de ce que la loi sur la fin de vie en l'état propose ? Quel regard vous avez sur cette proposition de loi ? Alors on a une proposition de loi qui est double, vous venez de le dire, avec une première partie, et ça a été volontairement séparé, qui est destinée à développer davantage les soins palliatifs. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une loi ? En tout cas, elle est la bienvenue, puisque depuis 1999, nous avons tous un droit qui est celui d'accéder à des soins palliatifs si on en a besoin. Et 25 ans plus tard, il y a encore 400-500 personnes qui chaque jour meurent alors qu'ils avaient besoin de soins palliatifs, ils n'en ont pas eu. Donc il y avait un vrai besoin. Et puis cette proposition de loi est accompagnée de propositions de développement d'unités de soins palliatifs dans des départements qui n'en ont pas, avec le développement de maisons d'accompagnement. Donc ça, c'est très bien. J'espère qu'il y aura un vote à l'unanimité. Et ça a été en tout cas l'occasion depuis 2 ans d'aller mobiliser les moyens, les énergies pour... Et d'en parler et de faire mieux connaître cette proposition des soins palliatifs, c'est ça ? Absolument, qui sont ces soins que l'on peut avoir et que l'on doit pouvoir avoir dès lors qu'on est dans une maladie avancée, un handicap qui nécessite une prise en charge globale pour être aidé à la maison, dans une logistique, dans les soulagements de symptômes, bref, qui permettent de la qualité de vie, pour pouvoir vivre dignement avec cette maladie, ce handicap ou cette fin de vie quand elle arrive. Alors c'est, je crois, 20 départements qui manquent d'unités soins palliatifs. Néanmoins, vous saluez cette proposition de loi, mais on parle de financement, d'argent dans cette proposition de loi pour les soins palliatifs ? Dans cette proposition de loi, non. Le financement des soins palliatifs, c'est par... C'est un sujet, le financement. Oui, absolument. Alors, il est fait par le financement de la sécurité sociale. Ce qui est annoncé, c'est 100 millions de plus par an pendant 10 ans. Alors, cette année, on va, je pense, les avoir. Ça a été voté, mais ça va obliger à le vérifier chaque année. Dans 2 ans, il y aura un changement à la tête de l'État, donc peut-être qu'il faudra être davantage vigilant. Donc il y a un financement, mais ce n'est pas la loi qui fait le financement. Alors, on va revenir sur cette proposition de loi sur la fin de vie. Il y a plusieurs épisodes, si je puis dire, puisque ça devait être voté, et puis il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça a été suspendu. Sur le texte actuel, est-ce que c'est un texte qui est plus restrictif qu'avant ou pas ? Alors, vous parlez du texte fin de vie, donc je redis bien, il y a un texte sur le développement des soins palliatifs. C'est 2 choses séparées. Et un texte sur l'ouverture de ce qu'on appelle aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté. Ce deuxième texte, qui est le texte numéro 1364, lui, c'est une autre affaire. Il a été, il y a une dizaine de jours, débattu en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Oui. Et là, nous soignants, en tout cas soignants en soins palliatifs, on est assez consternés, qu'est-ce qui vous en consterne ? tout cas inquiets. Et qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce qui nous inquiète, c'est une ouverture à l'euthanasie de manière très très large, alors qu'on nous annonçait une aide à mourir en situation d'ultime recours pour des personnes en fin de vie, avec une procédure très encadrée. Eh bien, dans le texte, il n'est jamais question d'ultime recours, il n'est jamais question de personnes en fin de vie, il est question de pouvoir offrir l'euthanasie à des personnes qui peuvent avoir des années devant elles, mais qui ont une maladie grave et incurable, certes, mais qui peuvent être traversées par des idées suicidaires, comme on peut être tous traversés par des idées suicidaires à la suite de deuil, à la suite de dépression, à la suite d'événements graves de la vie, et avec une facilité pour accéder à cette mort programmée qui est assez déconcertante, parce que si vous demandez l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie, parce que vous avez trop mal, vous n'êtes même pas obligé d'avoir une consultation antidouleur avant d'avoir cet acte létal. Si vous êtes trop malade psychiquement, que vous avez une dépression, vous n'êtes même pas obligé de voir un psychiatre avant d'avoir cet acte létal. Et
un seul médecin peut décider de tout. Entre la demande et la réponse du médecin, celle-ci peut avoir lieu le jour même, puisque le médecin doit répondre entre 0 et 14 jours. Et on nous dit qu'il y a un délai de réflexion obligatoire du patient qui doit réitérer sa demande, mais ce n'est que 48 heures. Et médecin et patient, s'ils le décident ensemble, s'ils s'arrangent ensemble, ils peuvent faire sauter ces 2 jours. Donc vous vous rendez compte qu'on se retrouve avec une situation qui peut être l'ultime service à rendre pour des patients dans des situations épouvantables, après avoir tout essayé. Mais il y a une facilité d'accéder à une mort programmée qui est bien plus rapide que l'accès à une consultation antidouleur. Certaines régions, c'est 4 mois, ou à une consultation avec un psy, ou une consultation avec une équipe spécialisée de soins palliatifs, pour essayer, j'allais dire, de soulager les causes, les symptômes qui précipitent votre envie qu'on vous fasse mourir. Et c'est ça qui nous bouleverse. Vous diriez que les garde-fous envisagés, évoqués, ont finalement sauté, c'est ça ? Les garde-fous ont sauté, mais en fait, c'était le projet. Comme c'est le projet dans tous les pays d'Europe de l'Ouest et les pays Amérique du Nord, Canada, c'est-à-dire ce mouvement associatif, droit de mourir, qui est d'aller militer pour le droit de choisir sa mort, choisir les conditions de sa mort, choisir le jour et l'heure de sa mort, et la possibilité d'être aidé par l'État et la médecine sur un choix de fin de vie par suicide. On peut être pour, on peut être contre, mais ce qui n'est, je trouve, pas correct, et en tout cas ce qui relève un peu de la tromperie, c'est que le débat n'a jamais été là-dessus. Le débat, c'est l'aide à mourir, la fin de vie, l'ultime recours, la fraternité, des conditions strictes, et en fait, c'est un autre sujet. Donc là, on arrive sur... Vous voulez dire quoi ? Il y a une dissimulation quelque part de l'objectif, en fait, c'est ça ? Ah ben en tout cas, il y a un écart immense entre ce qui est annoncé, ce qui est affiché, le préambule de cette proposition de loi, où il est question, je lis, d'ultime recours, quand on a tout essayé, après le développement massif des soins palliatifs qui sont la réponse primordiale, au nom d'une liberté, au nom d'une fraternité. Mais les gens qui vont pouvoir avoir cette mort programmée ne sont pas obligés de passer par la réponse primordiale qui aurait peut-être soulagé leurs symptômes. C'est ça que je trouve pas correct. Ce que je trouve pas correct, c'est que on n'annonce pas très clairement la couleur. Et les personnes qui peuvent être pour une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté peuvent trouver dans ce texte de loi, j'allais dire, plus qu'ils n'en souhaitaient. Ça va quand même très très loin. Et c'est ça qui nous bouleverse, parce que le fait de penser que des gens déprimés ou que des gens souffrant de douleurs qui ne sont pas suffisamment soulagés, en n'ayant peut-être consulté personne, puissent avoir accès à aussi facilement à un suicide assisté, nous paraît très dangereux. Et on a une expérience à l'étranger qui montre que ce type de loi, quand elle est comme ça permissive un peu vite, eh bien, elle suscite des comportements un peu déviants, qui est qu'ensuite c'est la roue libre et on fait, comme on a fait ailleurs, une ouverture du suicide assisté ou de l'euthanasie aux personnes handicapées, puis aux personnes âgées. Aux Pays-Bas, vous avez une proposition de loi qui circule que toute personne de plus de 75 ans pourrait maintenant être euthanasiée sans aucune condition médicale. Il y a aussi la possibilité maintenant de suicide de couple. D'autres font l'euthanasie pour des mineurs. D'autres proposent l'euthanasie pour des personnes Alzheimer sur directive anticipée. Et ça a encore été le cas dans les échanges à la Commission des affaires sociales la semaine dernière. Donc tout ça pour dire que la proposition de loi qui est annoncée comme destinée à permettre une échappatoire. Pour les partisans aussi. Oui. Voilà, c'est-à-dire comme permettant une échappatoire à un certain nombre de personnes qui, ayant tout essayé, sont dans des souffrances extrêmes et où la vie n'est pas préférable à la mort, est en fait un projet qui est bien plus large, destiné à pouvoir choisir son suicide, aidé par la société et par la médecine. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est un autre projet. Et je trouve qu'il faudrait très clairement parler de ça, puisque c'est ça qui s'infiltre. Alors hier, ça a été un petit peu, j'allais dire, la panique au sein du gouvernement. Vous avez des ministres qui ont dit on est pour, d'autres qui ont dit qu'on est contre. La ministre de la Santé est venue dire attendez, je viens ramener des... Parce qu'elle, elle dit, hier, elle a dit ce n'est pas une législation de l'euthanasie, elle parle de conditions strictes et de décisions collégiales. Oui, mais
c'est une proposition de loi. Ce n'est pas un projet de loi amené par le gouvernement. Donc elle peut le penser, mais ce sont les députés qui voteront. Et la semaine dernière, les députés ont voté que le patient choisit entre euthanasie ou suicide assisté. Et dans les pays qui ont fait cela, c'est 99% d'euthanasie. Donc c'est une loi qui permet l'euthanasie d'un certain nombre de personnes, sous des conditions qui paraissent strictes quand on regarde, mais quand on regarde dans le détail, c'est un champ absolument immense, avec des termes qui sont très flous, donc qui permettent de discuter assez facilement, et avec un caractère un peu expéditif, sans vraie collégialité, puisqu'un médecin seul peut décider, un deuxième médecin est appelé, mais il peut être consulté à distance, par mail, et une procédure qui va dans une vitesse qui est assez incroyable. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande à ce qu'on le fasse mourir, vous avez toute une procédure qui peut aller à toute vitesse pour accéder à cette demande. Quand vous avez quelqu'un qui demande d'être soulagé parce qu'il a trop mal ou parce qu'il souffre psychiquement trop, personne ne s'est mobilisé à ce point pour qu'il ait la consultation qui permette de soulager ses symptômes aussi vite. C'est ça, nous soignants, qui nous font dire « mais attendez, où on va ?» Vous parliez du médecin seul. Ça veut dire que ce serait un médecin, un soignant qui donnerait la mort, parce que l'euthanasie, c'est bien ça, c'est donner un produit létal qui entraîne la mort. Il y aurait que prévoit le projet de loi? Il l'oblige? Il y a une contrainte? Le projet de loi initial disait que tant que quelqu'un peut absorber un produit, c'est-à-dire s'il a la capacité physique de boire un produit. Voilà. Eh bien, on lui met à disposition le produit. C'est ce que font la Suisse et les États-Unis. Et il boit ce produit, il s'endort et il meurt. L'euthanasie, c'est un rendez-vous avec un médecin, avec un infirmier, et avec l'accord du patient qui est réitéré, on lui injecte dans les veines un produit létal qui le fait mourir en 3 minutes. C'est assez important de bien comprendre la différence. Évidemment, l'implication du soignant n'est pas la même. Il y en a un où il est bien plus impliqué que l'autre. Et il faut savoir aussi que dans les pays où il n'y a que le suicide assisté, c'est-à-dire le patient qui prend le produit, ou le patient comme aux États-Unis qui va chercher le produit dans une officine et le ramène chez lui, eh bien, il y a le patient retient beaucoup plus le moment de l'acte que les autres. Ah oui, c'est un rapport de 1 à 16. C'est-à-dire que quand ça montre aussi toutes les hésitations, le cheminement, absolument, les allers-retours entre l'envie de le faire, de passer à l'acte, etc. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que je suis rassuré de savoir qu'il y a une échappatoire. Oui. En cas de situation dans laquelle je pense que je ne pourrais pas vivre. Il y a un côté rassurant à savoir que dans la poche ou dans la table de nuit, j'ai le produit mais peut-être je ne vais jamais l'utiliser. D'ailleurs, aux États-Unis, quand on a la prescription, 30% des gens ne vont jamais chercher le produit et encore 30% ne l'avalent jamais. Donc vous avez, si vous voulez, une retenue, mais une satisfaction de savoir qu'il y a cet échappatoire, qui n'est pas du tout pareil avec le rendez-vous euthanasique. Vous avez rendez-vous mardi à 15h avec une équipe. Alors bien sûr, vous pouvez pas venir. Ça enferme, en fait, voilà. C'est ça, totalement. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'on répond, Alexis Burnoud, aux familles et puis surtout aux personnes qui sont dans une grande souffrance? Quand on est dans une grande souffrance, eh bien, la première chose à faire, c'est évidemment de rencontrer une équipe qui est spécialisée dans la situation dans laquelle on est et qui va essayer en équipe, parce que la prise en charge de patients en situation palliative ou en grande souffrance, quand vous dites, c'est un travail d'équipe. Et quand on travaille tout seul, eh bien souvent, on s'épuise et il y a besoin de compétences pluridisciplinaires. Cette prise en charge pluridisciplinaire que peuvent faire les équipes de soins palliatifs avec des psychologues, avec des spécialistes de la douleur, permet quand même, dans une très grande majorité des cas, de pouvoir apaiser ces souffrances, de pouvoir dormir la nuit, de pouvoir changer une logistique, de pouvoir apaiser la vie des proches. On peut faire des hospitalisations de répit. Votre vécu, Absolument. Vous êtes en unité soins palliatifs. Absolument. Donc ça, c'est du vécu. Et il y a des situations qui sont réelles, de patients qui, malgré tout ce qu'on fait, ne se trouvent pas dans un soulagement suffisant, physique ou psychique, s'ils sont à la fin de leur vie. La loi Claes-Leonetti nous permet de les endormir quand on est dans une situation terminale avec un pronostic à court terme, c'est-à-dire quelques jours ou 2-3 semaines. C'est-à-dire que s'ils sont dans une situation de toute fin de vie, on peut les endormir complètement, c'est-à-dire faire une anesthésie générale. Dans un coma profond, c'est ça? Oui. On les fait dormir pour ne pas souffrir avant de mourir, mais ce sont des gens qui vont mourir. Qui vont mourir de mort naturelle. Absolument. Très différent de l'euthanasie. Absolument. Qui vont mourir de mort naturelle. Et en fait,
Mais si vous voulez, moi j'ai été confronté à cela plusieurs fois. Vous avez des gens qui en phase toute terminale de cancer peuvent être trop gênés sur le plan respiratoire. On sait qu'ils vont mourir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Oui. Et c'est trop difficile pour eux. Les traitements pour soulager la respiration ont été mis en place. Ils ont été efficaces un temps et puis ils peuvent ne plus l'être. Et on a déjà échangé avec le patient sur cette possibilité de l'endormir, ça le rassure. Et à un moment, il dit, là, j'aimerais que vous me fassiez dormir. On l'endort. Et puis la détresse respiratoire pendant son sommeil fait son œuvre. Et dans les heures qui suivent, en général, il s'éteint. Mais il s'éteint dans son sommeil. Ce qui est complètement différent d'une injection létale qui provoque la mort en 3 minutes de quelqu'un qui vous regarde, ce qui n'est pas rien. Et ça n'a pas non plus le même effet sur les proches qui accompagnent la fin de vie d'un des leurs de manière endormie et qui va s'éteindre doucement. Emmanuel Macron sera à la télévision ce soir sur TF1. Vous attendez un mot, quelque chose autour de justement cette loi fin de vie du président ? Je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. Certains disent qu'il va peut-être annoncer un référendum, ce qui changerait tout le parcours législatif en cours. Parcours législatif que moi je trouvais quand même important. Je pense que l'Assemblée nationale a des choses à dire, le Sénat a des choses à dire. Il y a une procédure qui n'est pas raccourcie, donc il y aura probablement 2 passages. Moi je trouvais que c'était important. Et puis je fais confiance à nos députés, à nos sénateurs, et pour pouvoir, si vous voulez, bien se rendre compte que il y a très probablement la possibilité de rendre un dernier service à des gens pour qui les choses échappent. Et on en voit des témoignages de temps en temps, et il faut essayer de penser ça. Mais essayer de penser que le message que l'on envoie avec une loi, ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait individuellement avec quelqu'un. Et il faut penser ce message à 1 an, à 5 ans et à 10 ans. Et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, ça doit nous instruire. C'est très important. Il ne faut pas que le message de la société, ça soit « vous êtes vulnérable, vous êtes suicidable ». Il faut que le message, ça soit « vous êtes vulnérable, autour de vous, on est mobilisable ». Et peut-être, il peut y avoir une transgression pour permettre à certains d'être rassurés, d'être apaisés dans des situations ultimes qui échappent à la loi, mais qui peuvent être malgré tout décidées sur une fraternité probablement. Merci Alexis Burnot. On peut vous lire notamment dans ce livre Fin de vie, le cas de conscience aux éditions L'Observatoire. Et puis vous avez participé aussi à un ouvrage collectif, Démocratie, éthique et solidarité. Je crois que c'est disponible actuellement aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été avec nous. On passe à un tout autre sujet, les ovnis. Après des années où le sujet a été moqué, nié, les États-Unis se sont récemment emparés de la question. Le Pentagone a créé même un bureau d'enquête. La NASA a organisé une réunion publique sur le sujet. En France, le sujet reste très tabou pour Sylvain Maisonneuve, mon prochain invité, ancien conseiller ministériel. L'existence des ovnis est un fait qui pose des enjeux stratégiques dont il faut se saisir. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Bonjour Sylvain Maisonneuve. Bonjour. Vous êtes avocat. Vous signez cet ouvrage qu'on voit à l'écran que j'ai dans les mains, OVNI, l'enquête déclassifiée. C'est aux éditions Albin Michel. Alors vous, votre profil, votre métier, vous avez travaillé à Bercy, un métier très sérieux pendant 5 ans, vous avez été expert en gestion de crise. Alors quand et pourquoi vous vous intéressez aux ovnis ? Parce que c'est aujourd'hui un phénomène qui est complètement sous-estimé. Oui. On considère que ça relève de la science-fiction, des dérives sectaires ou des milieux complotistes, alors que le phénomène a été officiellement reconnu aux États-Unis, qu'il y a des déclarations extrêmement importantes de la part des plus hauts responsables du renseignement, qu'il y a des vidéos filmées par des avions de chasse, vous venez de le montrer, en tout cas vous venez d'en montrer une, des témoignages de pilotes, de l'imagerie satellite, des données radar et une mobilisation politique, en particulier du Congrès, absolument extraordinaire. Et donc tout ça
doit nous interpeller parce que effectivement, quand on traverse l'Atlantique et qu'on arrive en France et en Europe, c'est plutôt morne pleine, et donc c'est effectivement un sujet qu'on doit pouvoir aujourd'hui adresser sereinement. Vous dédiez votre livre à ceux qui doutent, parce que vous ne doutez pas de l'existence des ovnis. Alors justement, parlons des preuves. Quelles sont les preuves ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, je me refuse à faire des conclusions définitives. Hein. Je présente les éléments, c'est-à-dire ce qui est avéré, ce qui est discuté, ce qui est contesté, et c'est après au lecteur de se faire sa propre opinion. Oui, et ça, c'est vraiment extrêmement important. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas de démarche idéologique derrière tout cela. Globalement, les preuves, c'est effectivement des cas particulièrement forts dans lesquels vous avez des pilotes d'avions de chasse confrontés à un objet qui n'a pas de moyen de propulsion apparent, qui n'a pas de hublot, de vitre ou quoi que ce soit, et qui effectivement a des accélérations qui dépassent les lois de la physique telles que nous les connaissons. Absolument. Ce qui a été mesuré notamment dans l'une de ces vidéos, en croisant avec les données radar et les témoignages des pilotes, c'est des accélérations qui sont d'une force de 5000 G. Les G, en quelques mots, c'est la force de gravité qui s'applique à vous. On sait qu'un avion de chasse commence à perdre ses ailes à partir d'une dizaine de G, ce qui donne une idée effectivement des propriétés très particulières qu'ont ces phénomènes. En tout cas, quand c'est véritablement du phénomène ovni et pas un abus, puisque évidemment dans la plupart des cas, il y a des explications parfaitement conventionnelles à ce que l'on peut voir, des phénomènes météo, des drones, des ballons, des avions de chasse ou des avions de ligne, des entrées atmosphériques, des satellites. Voilà. Quel est le témoignage qui vous a le plus frappé, qui est le plus étonnant depuis que certains documents ont été déclassifiés par les États-Unis ? C'est très certainement celui du commandant Davis Fravor et de son escadron. Oui. Racontez-nous, c'était donc quand ? Ils sont en 2004 au large de San Diego en Californie. Oui. Ils sont confrontés effectivement à un objet qui fait la taille d'un avion de chasse, qui a la forme d'un tic-tac, qui donc n'a pas de moyen de propulsion visible et qui en fait va détecter leur présence. Il va commencer un balai entre l'avion de chasse et cet objet, observé par un autre avion de chasse qui reste en surplomb. Puis, lorsque le commandant Fravor décide une approche agressive, l'objet part comme ça d'un seul trait. Il est ensuite identifié quelques minutes plus tard par un troisième avion de chasse qui le filme. Et effectivement, c'est ce cas-là qui est le plus important, puisque vous avez les témoignages des pilotes, et donc les images, plusieurs témoignages, effectivement, les pilotes et leurs équipages. Et puis, vous avez effectivement le chef opérateur radar du groupe aéronaval qui a été confronté à l'objet, qui a aussi pu retracer les éléments depuis son poste radar. Donc ça fait combien de personnes qui disent avoir vu la même chose ? Tout ça, ça fait au moins 5 personnes, quoi. Ça en fait 7, absolument. Sur le total de ce cas-ci, 7. Pour vous, c'est entre autres, et notamment cette vidéo, ces témoignages qui ne vous font pas douter des ovnis, c'est ça ? Alors, c'est le communiqué aussi officiel du Pentagone qui a authentifié le phénomène, à la fois à l'occasion justement de la déclassification de ces vidéos, de la publication de ces vidéos. Un peu plus tard, lorsqu'il a annoncé créer une task force dédiée au phénomène OVNI. Et puis après, c'est les déclarations effectivement sidérantes qui sont faites, par exemple, par les différents directeurs de la CIA, que ce soit sous Obama ou sous Trump, que ce soit aussi les directeurs nationaux du renseignement, c'est-à-dire qui chapeautent les 18 agences de renseignement des États-Unis, qui font aussi ces déclarations d'objets qui dépassent manifestement notre compréhension des lois de la physique, des objets qui sont très très loin des capacités américaines, et qu'ils admettent bien volontiers. Et puis il y a aussi les rapports annuels qui sont publiés par le Pentagone sur le phénomène. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les signalements sont en augmentation absolument constante. Comment on explique ça alors ? Probablement parce qu'on enlève de la stigmatisation et donc on a davantage de remontées d'informations. Et peut-être qu'effectivement, il y a davantage aussi de présence. Donc ça fait monter les statistiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur le premier rapport qui a été publié en 2021, on avait 144 incidents identifiés sur la période allant de 2001
de 2004 à 2021. Dans le dernier rapport qui a été publié en 2024, sur les 12 derniers mois, on est à près de 480 incidents signalés sur les 12 derniers mois. Donc vous voyez qu'on est sur un rapport qui aujourd'hui n'a plus rien à voir. On a 1600 cas au total qui sont aujourd'hui enregistrés. Alors il y a cette réflexion du Rubio, le secrétaire d'État actuel, qui avait dit à l'époque, soit on a un tas de gens haut placés qui sont dingues, et c'est un problème, soit ce qu'ils disent est sérieux et crédible, et c'est aussi un problème. Absolument, parce que le Congrès a effectivement organisé des auditions publiques, mais aussi beaucoup d'auditions confidentielles dans des salles compartimentées qui sont destinées à cela. Et c'est dans ce cadre-là, principalement, qu'ils ont pu entendre plus d'une dizaine de responsables du renseignement qui ont témoigné, effectivement, des éléments qu'ils avaient en leur possession sur le phénomène OVNI. Et c'est ce qui interpelle beaucoup les congressmen, et à raison. Les Américains ont longtemps nié, caché ou moqué. Enfin, je veux dire, les autorités américaines, désormais, c'est pris très au sérieux. Comment le nouveau président américain Trump se positionne, lui, sur ce sujet ? Il en a parlé ? Il en a parlé, il a pris des engagements de campagne. On sait que... Il prend ça au sérieux ? Il prend ça manifestement au sérieux, en tout cas, c'est ce qu'il affirme. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ne serait-ce que l'US Navy a reconnu disposer de 78 vidéos et photographies, dont certaines sont en haute résolution, du phénomène. Certaines sont des images aussi en clair. Là, ce qu'on voyait, c'était des images infrarouges. Mais elle refuse de les communiquer, de les rendre publiques. Pour l'engagement. Quelle raison ? Pour plusieurs raisons. Il peut y en avoir de bonnes, parce que, par exemple, ça révèle des capacités. Donc par exemple, si vous prenez des imageries satellites, que vous les publiez, vous montrez aux Russes et aux Chinois que vous êtes capable d'analyser. En fait, Ça vous dévoile aussi en partie. Et après, il y a effectivement probablement tout un tas de questionnements qui sont plus liés aux risques associés à ces divulgations, notamment en termes de stabilité interne pour le pays ou autres, qui sont finalement des craintes de longue date de la part du Pentagone et de la CIA s'agissant de ce phénomène. C'est-à-dire des craintes de déstabilisation, par exemple, psychologique des populations, par exemple ? Oui, alors qui est assez largement infondée, parce qu'en réalité, les populations sont plutôt stoïques. Mais c'est vrai que quand le phénomène est apparu dans l'opinion en 1947... Il y a eu une vague de signalements extrêmement importante, près de 800, des enquêtes diligentées. L'Air Force, à l'époque, a même émis un mémo interne de la part d'un général qui s'appelle le général Twining, disant que le phénomène semblait être réel, et l'a documenté. Et pour autant, effectivement, face au risque de déstabilisation, on était au début de la guerre froide, il y a eu un programme mis en place par la CIA pour désinformer. Et donc, on a ces éléments qui sont aujourd'hui déclassifiés, avec le fait, par exemple, de pouvoir faire monter un certain nombre de témoignages dont on sait qu'on peut apporter une réponse conventionnelle, ce qui permet de les banaliser, de discréditer les témoins aussi occasionnellement, mais aussi de mobiliser Hollywood ou les programmes télévisés, tout ça pour faire en sorte que ce sujet, qui à l'époque n'a strictement rien de drôle, passe du champ du débat public à celui de la fiction ou de la dérision. Absolument, de la culture populaire. Dans la culture populaire, avec Exactement. un objectif se moquer. Vous le rendez radioactif, et à partir de là, bien finalement, c'est plus un enjeu de débat public. Donc vous pouvez continuer à traiter le sujet, ce qui a été fait. Et là, il y a aussi des archives déclassifiées à ce sujet, dans le confort incomparable de la confidentialité. On vous divertit, et pendant ce temps-là, on s'occupe de travailler le sujet de façon sérieuse, entre guillemets, c'est ça ? En tout cas, on sait effectivement qu'il y a des programmes de suivi qui ont été mis en place, à la fois dans les années 60 puis les années 70, et puis plus proche de nous, à la fin des années 2000, début 2010 aussi, ce que le Pentagone a été obligé de reconnaître lorsqu'il y a eu effectivement un scoop du New York Times et de Politico à ce sujet. Alors, des ovnis seraient présents que sur le territoire américain ? Non, ou est-ce qu'il y a... Parce que là, on parle beaucoup des États-Unis, et on a l'impression que s'ils existent, ce n'est que sur le territoire américain, en Europe, ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a eu des recensements de faits, des faits établis ? Alors, en fait, les États-Unis sont aujourd'hui au cœur de l'actualité sur le phénomène parce qu'ils se mobilisent.
parce qu'il y a cette mobilisation politique qui est extrêmement forte et qui n'a pas d'équivalent en fait. Mais évidemment, c'est un phénomène mondial. Il y a un groupe de travail qui a été créé au sein du Parlement japonais et qui réunit notamment les anciens ministres de la Défense. Il y a aussi tout un mouvement au Brésil. La Chine a aussi admis qu'elle avait créé un bureau d'enquête sur la question. La Russie. En Europe, c'est plus modeste, il faut le reconnaître. On a quand même en France un organisme civil, pas militaire, qui recense les témoignages que les gens veulent bien apporter auprès de la gendarmerie ou directement auprès d'eux. Il s'appelle le GEPAN. Qui est le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et donc il fait ce travail de recensement. Mais effectivement, on n'a pas du tout la même manière et la même envergure d'enquête sur les sujets. Alors néanmoins, pour la première fois, il y avait une table ronde qui a été dédiée au sujet lors du Paris Défense et Stratégie Forum, qui est organisé par l'Académie militaire. Là, ça montre quand même que le sujet est pris au sérieux. Qu'est-ce qui s'est dit? Vous y étiez, vous? Oui, je suis intervenu. Alors, effectivement, je faisais partie des invités à cette table ronde. C'était un premier pas extrêmement important pour légitimer le sujet. Oui. Et montrer qu'en réalité, il y a une actualité autour de ce phénomène qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Et pourquoi on ne peut pas se permettre d'ignorer le sujet? Parce qu'en fait, le potentiel disruptif est trop important, tout simplement. Vous avez aujourd'hui les États-Unis qui ont toujours une approche un peu dramatique des sujets, qui disent que ce phénomène pose un risque pour la sécurité aérienne et peut potentiellement poser un risque pour la sécurité nationale. Nous, évidemment, quand on a un signal faible comme celui-ci, on se doit de le prendre en considération, tout en conservant une autonomie de pensée. Parce qu'on n'a pas la même lecture, on n'a pas la même grille d'analyse sur ces phénomènes, qui ne posent pas que des enjeux stratégiques de ce type-là, qui peuvent poser aussi des questions existentielles, philosophiques, sociologiques, économiques, politiques, très intéressantes, qui posent aussi des questions d'abord scientifiques, de recherche, civiles. Et donc, on a vraiment intérêt à l'adresser, et c'est ce qui a été notamment en question durant cette table ronde. Alors, vous admettez, pour vous, les ovnis, l'existence des ovnis, c'est un fait, mais vous écrivez que ce n'est pas forcément le signe d'une présence extraterrestre. Non. C'est une hypothèse, mais pas la seule. Oui, alors, en plus, les mots ont un sens. Parce que souvent, on fait le lien entre ovnis et extraterrestres. Oui, déjà, première chose, selon le GEPAN, dans 97% des cas, ce sont des phénomènes conventionnels qui sont observés, satellites, rentrées atmosphériques, ballons, etc. Dans 3%, c'est inexpliqué, mais peut-être qu'une partie le seront. Et donc, on a vraiment... c'est pas du tout à chaque fois les extraterrestres ou quoi que ce soit. Par ailleurs, un élément qui est utile à avoir en tête, c'est que pour dire extraterrestre, il faudrait qu'on soit capable de prouver que l'objet vient soit d'en dehors du système solaire, soit d'une autre planète qui rentre dans notre atmosphère et qu'on l'observe. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas. Donc les mots ont un sens, et c'est pour ça que le terme extraterrestre est critiqué et légitimement. En revanche, ce qu'il est intéressant de noter, je ne dis pas que c'est la thèse que je privilégie, mais je la relève, c'est que dans le débat public, notamment aux États-Unis, il y a une proposition de loi qui a été déposée par le leader démocrate au Sénat, qui évoque des objets non humains. Donc ils ont une autre approche terminologique, parce que justement, le phénomène ne serait pas spécifiquement extraterrestre, mais pourrait tout à fait venir d'ici, en quelque sorte. Et il y a à ce sujet des congressmen qui ont dit que notamment les ovnis semblaient émerger depuis l'océan. Voilà. Et effectivement, il y a eu des vidéos encore en 2024 d'un objet correspondant d'ailleurs au fameux tic-tac qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sort de l'eau et qui ensuite gagne les airs. Voilà. Sylvain Maisonneuve, vous n'avez pas eu peur, c'est votre vrai nom, vous n'avez pas eu peur de signer cet ouvrage de votre vrai nom? Ça va être très vite une de mes dernières questions. Vous avez pensé à prendre un pseudonyme tellement le sujet est radioactif, pour réemployer le mot? Oui, vraiment, ça m'a traversé l'esprit de prendre un pseudonyme, mais effectivement, on ne peut pas dire qu'on a aujourd'hui une stigmatisation qu'il faut absolument enlever pour pouvoir adresser le sujet sereinement et sérieusement, libérer la parole sur la question OVNI d'anciens pilotes civils, pilotes de chasse, etc. Et à la fois se cacher sous un pseudonyme. Donc effectivement, j'ai pris mon vrai nom. OVNI, l'enquête déclassifiée, c'est passionnant à lire. Ça revient sur beaucoup de faits observés et sur des faits beaucoup plus anciens. C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, midi en direct, même heure, même endroit. D'ici là, passez une bonne journée sur le Figaro TV. À bientôt.